cette introduction. Donc, salut Rebelle Créative. Alors voilà, encore une fois, une super entrevue, une superbe femme que je vous amène aujourd'hui. Oh là là, moi c'est un coup de foudre, ça fait à peu près une année que je l'ai découverte et puis je regarde ses vidéos, je regarde ce qu'elle crée, comment est-ce qu'elle se développe et je te dis que c'est vraiment une super inspiration. Donc je suis super ravie qu'elle ait accepté mon invitation et puis qu'aujourd'hui on se fasse une entrevue ensemble. Donc c'est Alexandra Villarol Abrego. C'est ça, Oui. je suis bonne? Ok. Et pendant l'entrevue, je t'appellerai Alexandra. Je suis capable de faire ton nom, tu vois. Donc Alexandra, elle est coach. Elle a sa compagnie qui s'appelle AVA Coaching. Ok, tu t'adresses principalement aux femmes. Puis j'ai aimé parce qu'il n'y a pas longtemps, tu lançais une vidéo où le titre c'était Es-tu libre? Et j'ai aimé comment est-ce que tu avais justement résumé un petit peu les aspects auxquels dont tu t'occupes. C'est amour, croissance, sécurité, raison d'être. Et récemment, tu as vraiment rajouté la section liberté. Alors je pense que c'est vraiment les différents aspects. Je pense que tu les as bien ciblés. C'est vraiment les aspects qu'on a envie de développer, que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos projets, entreprises et tout ça. Et donc, je suis super heureuse de pouvoir avoir cette discussion aujourd'hui avec toi. Encore un peu plus sur Alexandra, il faut savoir qu'Alexandra a quand même une chaîne qui est super populaire. Elle a plus de 20 000 abonnés, plus de 2 millions de vues sur sa chaîne également. Donc, c'est super intéressant de découvrir son expérience. Donc, je vais te dire un petit peu ce que moi j'ai découvert de toi parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le net. Bien qu'il y ait des centaines de vidéos et tout, il n'y a pas grand-chose sur Alexandra. Elle est secrète. Donc, ça va être une joie de la découvrir ici. Ah ouais, parce que moi, je vais y aller. Hein. Moi, je suis curieuse. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont regarder ça et vont se dire ah ouais, vas-y. Donc, moi, ce que j'ai vu récemment, et j'ai trouvé ça génial, je me dis synchronicité, elle publie une photo sur Facebook où elle montre une photo d'elle à 19 ans, où tu commences, en fait, c'est la période où tu fais tes conférences dans les écoles pour les jeunes filles, au-delà de la beauté. Puis quelque part, je dirais que c'est vraiment un point de départ, c'est au-delà de la beauté. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment une fille à 19 ans contacte des écoles pour faire des conférences qui s'adressent à d'autres jeunes filles qui parlent d'un sujet qui est aussi profond finalement. Donc, qu'est-ce qui t'amène là, Alex? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'emmène là? Ben, moi, il y a plusieurs personnes qui peut-être connaissent un peu mon histoire, surtout les personnes qui ont mon livre, etc. C'est qu'à mes 18 ans, j'avais déménagé de chez mes parents. Parti aller vivre en appartement avec une amie. Bref, pendant un an, on avait vécu la vie folle. On faisait la fête tout le temps. On sortait, on buvait tout le temps. On croyait vraiment qu'on avait la belle vie. On croyait parce qu'on avait un bel appartement avec de beaux meubles de luxe, etc. On pensait que c'était ça la belle vie. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais, puis que où ma vie s'en allait, il y avait pas vraiment rien qui me passionnait. Il y avait pas rien, grand chose que j'étais vraiment passionnée justement et que je voulais faire. J'avais aucune idée justement de ce que je voulais faire. Et c'est un jour que je me souviens, je prenais ma douche et que je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'écris pas un livre? Depuis très jeune, depuis que je pense que mon premier journal intime, il date de quand j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. Vraiment quand je commençais à peine à apprendre à écrire, j'avais déjà mon petit journal intime puis j'écrivais quelques mots. On peut voir les pages, c'est comme de grandes lettres où j'écris « Aujourd'hui, je suis contente de d'écrire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, je suis allée à l'animalerie. » Donc, j'écrivais toujours des choses. Puis j'ai toujours aimé écrire et même la façon parce que j'ai grandi dans ma famille, on parlait en espagnol, tout le monde. Alors, c'était facile d'apprendre à parler en espagnol. Par contre, j'avais pris des cours pour écrire en espagnol ou pour lire en espagnol. Mais je me suis appris à moi-même à écrire en espagnol en écrivant des poèmes depuis que je suis très petite. Okay. Le moment qu'on a eu un ordinateur, puis dans ce temps-là, pour n'importe quelle personne qui est née plus dans les années 80, on sait que il y avait pas l'internet et tout ça, donc l'ordinateur c'était les jeux solitaires qu'on avait. Il y avait Paint où qu'on pouvait faire des petits dessins. Puis il y avait les petits notepads, donc on pouvait écrire des choses. Donc moi, j'écrivais des poèmes tout le temps. Okay. Donc depuis très jeune, j'ai toujours aimé écrire. Je m'étais toujours dit, je vais écrire un livre. Par contre, je savais pas que j'allais l'écrire à mes 19 ans. Mais bref, cette journée-là, quand je prenais ma douche, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je l'ai fait. 9 mois plus tard, mon livre est en train de sortir. Et là, je me suis dit, mais comment
est-ce que qui va acheter mon livre? Ça va être ma mère, ma grand-mère et ma tante. Il y a personne qui va acheter mon livre, il y a personne qui me connaît. Alors, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une façon de me faire connaître. Et là, la première chose qui m'est venue en tête, c'était de faire une tournée des écoles secondaires. J'avais commencé même dans les églises, je me souviens, à aller parler dans des églises. Puis je pense, parce que là, ça fait longtemps, là, donc j'ai comme des petits bouts qui manquent, mais je pense qu'il y avait eu une madame qui m'a dit, tu devrais aller dans les écoles secondaires, ils ont besoin de ça, parce que mon livre, justement, là, avait à voir avec la confiance en soi-même, l'amour propre pour les jeunes femmes. Attends, j'ai une question à ce niveau-là. Quand tu parles de la confiance en soi, l'amour propre, comment est-ce que toi, parce que pour écrire un livre sur ces sujets-là, tu as dû forcément vouloir le développer pour toi-même, en apprendre et travailler dessus. Donc, comment tu arrives à ça? C'était en écrivant le livre que j'ai développé toutes ces choses-là. C'est drôle parce que quand j'avais décidé d'écrire le livre, ça allait être des histoires de ma vie et les leçons qui venaient avec. Donc, ça allait vraiment être ça, le livre. Par contre, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que peu à peu, il s'est comme transformé en un livre de développement personnel. Alors, c'est là que ça a vraiment pu changer, si on peut dire. Puis c'est là que peu à peu, c'est vraiment en écrivant. Moi, je dis que mon livre, mon premier livre, Au-delà de la beauté, était vraiment ma façon de me guérir moi-même. Les problèmes que j'avais dans ma vie, que ce soit dans mes relations, dans mes finances, ces choses-là, c'est vraiment mon docteur à moi-même. C'est avec ce livre-là, en l'écrivant, que moi-même, des fois, puis ça, c'est, je pense n'importe quel auteur qui, justement, écrit dans ce monde de psychologie et self-help et tout ça, savent et ont eu des moments où que t'écris, puis après, on va dire, dans quelques jours, tu relis, puis tu te dis, mais je me souviens même pas d'avoir écrit ça. Donc, je sais pas c'est de où que c'est venu, je sais pas comment j'ai réussi à sortir cette phrase aussi inspirante. Ouais. C'est juste arrivé, puis même maintenant, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, puis ça arrive, je me relis, puis je me dis, mais je me souviens pas d'avoir écrit ça, c'est vraiment bizarre, mais c'est comme... Et même quand je fais du coaching, parfois, je me souviens, ça fait quelques jours, j'étais en train de faire du coaching avec quelqu'un, puis je parlais, puis quand je disais quelque chose, la personne me disait « Oh mon Dieu, c'est tellement vrai, c'est tellement inspirant, c'est beau, ça c'est une belle métaphore. » Puis moi aussi, je me disais, dans la tête, je me disais « C'est vraiment une belle métaphore, c'est vrai, d'où j'ai sorti ça? C'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part dans la vie, mais c'est juste sorti. » Donc, je pense qu'en tant qu'être humain, très souvent, on se fait utiliser par une source plus grande, peu importe comment on veut l'appeler, puis ça fait juste sortir. Puis on sait pas d'où c'est venu. Ok, d'accord. Alors donc ça, c'est vraiment, ça élucide un peu le mystère ok, alors pourquoi est-ce que tu as commencé à contacter les écoles? Et puis le courage alors, parce que je veux dire à 19 ans, je veux dire même encore aujourd'hui, genre moi-même je veux dire contacter des entreprises ou ce genre de choses pour proposer une conférence ou proposer quelque chose que tu veux faire avec eux, ça demande du courage, tu vois. Donc à 19 ans, comment tu développes ce courage-là pour foncer comme ça? C'est juste de le faire. Je me disais, la pire des choses qui va arriver, c'est qu'ils vont me dire non. Et comme j'ai dit dans le post que j'avais mis sur Facebook, 9 fois sur 10, ils me disaient non. Mais je me disais, quoi d'autre, je vais pas mourir. Il y a personne qui va mourir. Ça va pas être la fin du monde. Donc, c'est juste une question vraiment, oui, à 19 ans, j'avais vécu plusieurs choses quand même pour mes 19 ans. Mais je sais pas, là, honnêtement, c'est une bonne question, c'est où qu'on sort ce courage-là, mais c'était juste ça, c'est juste une question de dire, tu sais quoi, je m'assois à ma pause, j'avais mon cellulaire, j'avais une liste, j'avais imprimé une liste de toutes les écoles et les numéros de téléphone, et j'appelais un par un, puis j'avais mon petit speech que je devais donner, je demandais pour soit le directeur ou l'orienteur. Là, je parlais, c'est vraiment à fur et à mesure que j'apprenais avec qui parler. Au début, les premières fois que j'avais appelé, je me souviens, je demandais, je disais, oui, bonjour, je m'appelle Nana. Je commençais mon speech, je me disais, tu parles pas avec la bonne personne. Je disais, OK, avec qui que je dois parler? Elle me disait, avec le directeur. Il y avait d'autres écoles qui disaient avec l'orienteur. Donc, il y avait toujours, c'est à fur et à mesure, vraiment, en faisant plein d'erreurs que j'apprenais. OK, ça, c'est les personnes à qui contacter. Là, après, j'avais découvert où aller trouver des adresses courriels pour leur envoyer des emails aussi directement. Bref, c'est vraiment à fur et à mesure. Donc, essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. C'est vraiment ça. Ok. Et puis alors, comment est-ce que... Parce que... Ah, il y a de l'écho là. C'est pardon? Il y a de l'écho, hein? Non, pas tant que ça. Ok, c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien, moi? Moi, je t'entends super bien. Alors, c'est juste moi, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, mais là, ça vient de partir au moment où, justement, je le dis. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ok, donc là, maintenant, tu contactes les écoles. L'autre étape, c'est que maintenant, faut parler devant les gens. Parce que là, tu as écrit, mais je veux dire, t'étais pas conférencière. Tu as écrit, écrire, c'est un travail solitaire. Ça se fait seul dans son coin au moment où tu l'écris. Tu penses pas spécialement à qui va le lire, tu le fais. Puis arrive le moment où tu veux bien sûr en parler. Est-ce que comment tu t'es sentie par rapport à ce que tu as créé? Parce que moi, je sais parfois que ce qui sort est magnifique, mais ça prend des fois un certain temps à l'assumer, tu vois, parce que tu te livres hein, quand même dans ce que tu crées, c'est que ça sort de toi, tu vois. Donc, comment est-ce que comment ça se passe en fait ces premières fois où tu dois aller devant les gens et puis vraiment parler de ce que contient ce livre?
Comme j'avais dit, la première fois, j'étais allée à une église. Donc, j'avais bien sûr écrit un petit texte de la conférence que j'allais faire. Là, je l'avais fait, c'était justement à l'église, mais devant aussi les jeunes, surtout la communauté des jeunes, ils avaient comme un groupe. Là, tout le monde adorait. Là, après ça, j'étais allée justement dans les écoles secondaires. Puis, j'avais 19 ans et très souvent, je parlais dans les classes de secondaire 5, donc 17 ans. Donc, on avait 2 ans de différence. Par contre, j'avais pas l'air d'avoir 19 ans. La façon que je m'habillais, la façon que je me maquillais, j'essayais tout le temps, vu que j'avais commencé tôt en coach de vie à 19 ans, personne te prend au sérieux. Alors, mon but, c'est toujours d'avoir l'air le plus vieille possible. Tout le monde me donnait toujours 27, 28 ans à mes 19 ans. Alors, quand j'avais commencé justement par les conférences, c'était juste vraiment d'aller au début. Les premières fois, j'étais nerveuse. J'étais en train de suer, là. Tout le monde, les choses dans ma veste. Mais après, vraiment, à fur et à mesure que je faisais la conférence, de la refaire tellement de fois, vraiment, tu t'habitues à le faire, tu te sens de plus en plus confortable. Et à un certain point, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de mémoriser un texte. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose exact que je dois dire. Parce que c'est là que souvent qu'on se trompe. C'est là que, oh non, j'ai manqué ma phrase, que je dois dire à 3 minutes 30, qu'est-ce que je vais faire? Tu mélanges, tu mets encore plus nerveuse. C'est ça les premières fois que je faisais. Après, je me suis rendu compte que c'était juste une question de, comme on dit en anglais, go with the flow. Juste vraiment de savoir qu'est-ce que tu vas dire, les points importants, mais juste de parler. Et très souvent, parfois, dans mes conférences, je m'en allais à d'autres endroits, on parlait de d'autres choses, mais c'était là vraiment que les jeunes allaient le plus interagir avec moi. C'est là que les jeunes étaient le plus intéressés parce qu'ils pouvaient voir que j'étais authentique et que j'étais pas là pour leur faire une conférence justement qui était comme ça, qui était écrite et que je savais exactement quoi dire et qu'il y avait certains points. Que j'étais là vraiment plus pour avoir une genre de discussion avec eux sur les sujets qui sont importants de nos jours pour la jeunesse, justement. Ça, c'est ça, mais quand ça vient à parler en public, ça quand même, je dois avouer que depuis très jeune, j'avais jamais cette gêne-là de parler en public. J'ai toujours quand même été assez extrovertie. J'ai une photo, j'ai jamais vue, je vais la mettre un petit jour sur Instagram pour Throwback Thursday. C'est de moi à mes comme peut-être 4 ans ou 3 ans et je suis assise sur une petite chaise, j'ai les jambes croisées et je suis comme ça en train de parler. Puis ma mère, quand elle me montrait cette photo, elle me disait, t'étais toujours comme ça. Quand il y avait de la famille qui venait, les adultes, j'allais toujours devant tout le monde pour parler. Quand j'étais petite aussi, je chantais, j'aimais ça chanter, donc j'allais chanter, je dansais. Parce que j'étais enfant unique, donc j'avais personne avec qui jouer, alors j'allais avec les adultes, puis je leur parlais, puis je racontais des histoires, puis j'étais très extrovertie. Donc ça a toujours été quelque chose, j'imagine que ça l'a joué à mon avantage, vraiment. Ok, d'accord. Ok, donc là, on a donc fait les conférences, on a 19 ans, et puis il y a quand même une entreprise qui se crée par la suite. Comment est-ce que tu arrives finalement, donc là, on a fait les conférences, comment tu arrives à te dire, bon, ben, d'abord, non, excuse-moi, une petite chose que tu as dit qui m'a accrochée, 19 ans, coach de vie. Comment est-ce que tu arrives, est-ce que tu savais que tu étais en train d'aller vers du coaching de vie ou bien tu étais juste en train de faire quelque chose en sachant pas exactement où c'était en train de t'emmener? Est-ce que tu connaissais le terme coach de vie à cet âge-là? Ouais, parce que ça m'est à mes 19 ans que j'ai mon certificat de coaching de vie, que j'ai fait ma certification. Parce que c'est justement vers comme j'avais dit, c'est arrivé très rapidement, le tout. 18 ans, je suis partie de chez ma mère, habiter en appartement pendant 1 an. J'ai eu mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai eu cette réalisation que je n'aimais pas où ma vie s'en allait, que j'avais vraiment pas de but dans la vie. Et je sentais à l'intérieur de moi que je pouvais faire plus. Il y avait comme cette voix, il y avait comme ce désir, pas une voix, mais un désir, un sentiment qui me disait non, tu dois faire quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus qui t'attend. C'est pas juste ça, ta vie. Et c'est là que je me souviens, là, j'avais eu justement l'idée d'écrire un livre. J'avais commencé à écrire un livre. Et en même temps, dans ce temps-là, je travaillais un emploi, comme je dis toujours, que je détestais. Et je passais la majorité de mon temps en ligne, en train de surfer le net. Et j'étais un jour sur Facebook, puis sur le côté, il y a des annonces tout le temps, tu sais. Il y avait coaching de vie. J'avais aucune idée c'était quoi le coaching de vie. Aucune idée. C'était quoi? Je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, parce que je me suis dit, ça a l'air intéressant. J'ai cliqué, j'ai vu un article. Je savais que c'était exactement ce que je voulais faire. J'ai recherché en ligne c'est quoi les certifications, comment est-ce que tu peux devenir une coach de vie certifiée. Il y avait un cours, je me suis inscrite justement à un programme. Puis j'ai fait la certification à mes 19 ans, je me souviens, juste avant d'avoir 20 ans. J'ai reçu ma certification et j'étais coach de vie certifiée à mes 19 ans. Donc ça très vite. Exactement, c'est très vite. Et puis tu sais ce que tu dis là, cette sensation qu'il y a quelque chose d'autre, je pense qu'on le ressent tous justement à ce moment-là, mais je pense que tu as vraiment fait preuve d'une grande sensibilité par rapport à ça pour agir
Et prendre vraiment cette sensation au sérieux et finalement suivre ce chemin, tu vois. Oser suivre ce chemin parce que coaching de vie, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est super connu, je veux dire, c'est pas quelque chose de super commun. Même encore aujourd'hui, bien que c'est quand même, la majorité des gens connaissent le terme, mais on ne sait toujours pas vraiment ce que fait un coach de vie. Exactement, c'est vrai. Tu vois, dès l'instant tu dis je suis coach de vie, les gens vont dire ok, c'est quoi que tu fais, tu vois. Justement, quand je faisais mes conférences, j'allais dans des écoles, les premières choses que je disais, est-ce que je suis coach de vie? C'est qui ici qui sait c'est quoi un coach de vie? Il y avait comme une main qui se levait des fois. Sinon, il y avait vraiment personne qui j'expliquais c'était quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Alors explique-moi, comment est-ce que tu arrives à faire une entreprise alors? L'entreprise, ben c'est justement, j'avais lancé mon livre, j'avais commencé les conférences. Là, j'étais coach de vie. Je savais qu'en tant que coach de vie, j'avais fait des recherches en ligne. Il n'y avait pas vraiment d'endroit qui engage des coachs de vie. Donc, c'est pas comme des compagnies qui vont t'engager. Oui, il va y avoir des compagnies, mais il faut que toi, tu es ta compagnie. Donc, oui, tu dois être un consultant, si on peut dire. Alors, c'est là que je me suis dit, bon, je vais me lancer en entreprise. Puis c'est vraiment la façon que l'univers fonctionne, c'est vraiment comme ça. Je pense que pour n'importe quelle personne, quand quelqu'un est en train de suivre vraiment son chemin et sa voie dans la vie, c'est comme les choses tombent devant toi, puis t'es comme, ah, OK, un jour, j'allais encore à ce travail-là, je revenais du travail, c'était le soir, il était peut-être 9 heures du soir, je pense. Puis j'étais dans l'autobus et il y avait un journal, puis il y avait toujours le journal, on habite dans Montréal, je pense que c'est le métro, là, le journal métro. Je le prends, je regarde à travers les pages, les annonces. Et là, il y a une annonce d'un cours pour gestion d'entrepreneuriat, gestion d'entreprise et entrepreneuriat et démarrage d'entreprise. C'est un cours justement avec un collège ici qui est bien connu. Puis il faisait la certification, puis t'allais avoir un diplôme à la fin. Je me suis inscrite, j'ai pas hésité. C'est parce que dans ce moment-là, justement, j'étais en train de penser à commencer une entreprise, mais je me disais comment? Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Alors, je faisais des recherches en ligne, c'est ça. Puis après, j'ai vu cette annonce-là. Le lendemain, j'ai appelé. Je me suis inscrite au cours. Je pense un mois après, je commençais le cours, le programme. Puis grâce à ce cours-là, justement, j'ai pu avoir une certification dans ça, mais aussi en même temps savoir comment faire. Et c'est là que j'ai ouvert mon entreprise. C'est trop génial. C'est vraiment ça, tu suis les indices. Hein. C'est, ok, j'ai une question, comment je fais ça? Et la vie t'amène la réponse. Et puis, c'est à toi d'agir, en fait. J'adore. Good morning, beautiful. Ah, c'est une tasse de café. Ah, j'ai du thé dessus. Plus le matin, vraiment. Ah, mais c'est un peu le matin, mais bon. Ouais, un petit peu. Exact. Mais c'est comme ça, tout le monde, on a tous des signes. Malheureusement, la majorité des gens ne vont pas les écouter. La majorité des gens vont regarder à travers ce journal-là. À ma place, on va dire qu'ils auraient dit « Ah, non, peut-être une autre journée. Oh non, c'est pas pour moi. » Ça, ils vont pas, justement, c'est de vraiment écouter et suivre les signes et ne pas hésiter. Ouais, exactement, pas hésiter. Puis alors, ton aventure YouTube. Oui. Comment est-ce qu'elle est? Mais attends, parce qu'avant qu'on parle de YouTube, je vais quand même dire une chose, c'est que Alexandra, chère amie, elle a une chaîne qui est dans 3 langues. Carrément, là, tu vois, genre, elle s'est pas dit, bon, oh, ok, je vais le faire en français, non, je vais le faire en anglais aussi, puis je vais le faire en espagnol. Donc, pour chaque vidéo qu'elle partage, c'est dans les 3 langues. Pour chaque publication qu'elle partage sur Facebook, c'est dans les 3 langues. Donc, comment t'arrives cette aventure YouTube? C'est drôle, mais c'est vraiment tout était en même temps. Quand j'ai commencé mon entreprise, ça, c'est vraiment particulier comme situation. Mon entreprise a été ouverte, je vais pas vraiment donner l'année, parce que tout le monde va savoir quelle heure, mais mon entreprise a été ouverte le 27 avril, je me souviens, d'une certaine année, OK? D'accord. Le 27 avril. Et cette même journée-là, il y avait peut-être un mois ou quelque chose comme ça, j'étais en train de finaliser le livre, parce que le livre n'était pas encore sorti. Il devait sortir en mai de cette année-là. Finalement, j'avais rencontré mon éditeur, il m'avait dit c'est impossible, on a tellement encore des choses à faire, il y a tellement de travail à faire, il faut le retarder, on l'avait retardé jusqu'en août. Mais je me souviens que pendant que j'écrivais le livre, il y avait une certaine section du livre que j'avais écrit, j'avais dit c'est vraiment intéressant, ça, qu'est-ce que je viens d'écrire, je trouve que c'est comme un bon sujet. Et là, je me suis dit, pourquoi je fais pas une vidéo sur ça? Parce que justement, dans mon cours d'entrepreneuriat, gestion d'entreprise, ils avaient fait, je pense que la semaine d'avant, ils avaient fait un cours sur le marketing et la promotion, et surtout la promotion et le marketing en ligne. Ils avaient dit à quel point que les blogs sont très populaires et les vidéos, surtout maintenant, c'est le nouveau boom, là, vraiment. C'est qu'est-ce que les gens, ils adorent, les gens sont visuels, ils aiment ça juste s'asseoir, écouter une petite vidéo courte. Alors, je m'étais dit, à ce moment-là, j'avais eu un clic, je m'étais dit, je vais commencer à faire des vidéos éventuellement. Mais là, comme j'ai dit, une semaine après, j'écrivais le livre, puis j'ai eu ce sujet-là, mais c'était parfait pour une première vidéo.
Alors, j'ai écrit le titre de qu'est-ce que ça allait être, la première vidéo. Cette vidéo n'est plus en ligne, vraiment, mais ça s'appelle I Don't Need a Man. C'est vraiment le contraire de I Don't Need a Man. C'est que oui, on a besoin non seulement d'un homme, mais les hommes ont besoin d'une femme. Puis on a besoin vraiment de partenariat, ou une femme et une femme, ou un homme, peu importe, vraiment. On a besoin d'un partenaire dans notre vie. Alors, j'avais mis cette vidéo-là la même journée que j'étais allée ouvrir mon entreprise, le 27 avril. J'avais mis en ligne peut-être vers 11h du matin. J'étais partie. En revenant, j'avais vu, puis elle était en train presque de faire le tour vraiment pas du web, là, mais de beaucoup de personnes. Il y avait déjà plus de 1000 vues. Les gens partageaient, il y avait plein de commentaires, il y avait plein de likes. Dans ça là, c'est seulement sur Facebook. J'avais pas mis la vidéo sur YouTube nécessairement, mais après, je l'avais mis sur YouTube. C'est là que j'avais commencé à faire plus des vidéos. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos en anglais. C'est vraiment en anglais que ça allait commencer. Par la suite, ça continuait, mais j'étais pas très régulière, si on peut dire, avec des vidéos. Donc, je comprenais pas que quand ça vient à YouTube et à tout ce monde-là, il faut être très consistant. C'est vraiment, faut se donner un horaire, puis faire, on va dire, toutes les semaines, etc., etc. Donc, je faisais de temps en temps. Et là, des mois plus tard, en février de l'année d'après, j'avais fait ma première vidéo en français. Je sais pas pourquoi je m'étais dit, je devrais faire aussi des vidéos en français, ça me trottait déjà dans la tête. Et ça, c'était, la vidéo est encore en ligne, c'est Pourquoi il m'a trompée. Oui, elle a fait en 2 jours, il y avait 100 000 vues. Je vais jamais comprendre c'est quoi qui est arrivé. Incroyable. C'est vraiment bizarre parce que je me souviens, ce soir-là, je l'avais mis en ligne à 6h du soir. Et avant de me coucher, il y avait 300 vues. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup. J'étais comme, c'est vraiment bon, comme je suis contente. Je me disais, si demain matin, j'ai 1000 vues, ça serait vraiment incroyable. Je me réveille le lendemain, il y avait 9000 vues. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, quelques heures plus tard, il y avait 20 000 vues. Après, ça avait juste continué à monter. C'était vraiment en train de devenir viral. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé, mais c'est vraiment la façon que les choses arrivaient, c'est incroyable. Ça continue comme ça des fois dans la vie, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est vraiment fou. C'est extraordinaire parce que comment tu racontes c'est vraiment c'est une chose après l'autre en fait, hein, c'est vraiment ça, et même pas vraiment après l'autre, c'est presque les choses en même temps en fait, c'est comme orchestré en fait, hein. Ça, c'est vraiment orchestré, c'est vraiment ça, c'est comme je disais dans ce temps-là, c'est comme si mes étoiles s'étaient alignées de la façon la plus incroyable. C'est vraiment juste, tout était incroyable. Oui, ça fait longtemps que je parlais pas de tout ça, puis là, je suis en train de me faire rappeler ça, puis c'est vrai que c'est vraiment incroyable comment c'est arrivé. J'avais presque oublié, mais ouais. Alors, il y a quand même des sujets qui sont importants là-dedans, parce que pendant que tout ça se passe, que ça se passe quand même vite, tu vois, tu lances une vidéo, tu fais une action, énormément de réponses très rapidement. Comment toi, parce que tu es quand même jeune à ce moment-là, tu vois, et que tu t'attends pas spécialement à avoir un retour comme ça aussi rapide, comment est-ce que tu accueilles en fait ça? Parce que je veux dire, le succès, ça fait peur, comme l'échec aussi, mais je veux dire... ouais, non, mais je comprends, puis dans ce temps-là, j'avais 20 ans. Le moment vraiment que ça m'a frappé, puis que ça... La première vidéo que j'avais mis en ligne en anglais, qui était I Don't Need a Man, ça l'avait fait le tour, mais c'était pas viral. C'était surtout ici à Montréal. C'était beaucoup de personnes. Là, les jours qui suivaient, quand j'allais au centre-ville ou peu importe, les gens me reconnaissaient. C'est toi la vidéo, ou des photos, des autographes. Je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est bizarre, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je trouvais ça extraordinaire, c'est vraiment cool. Par contre, je me souviens quand la vidéo en français, la première vidéo, Pourquoi il m'a trompé, était sortie, le lendemain, quand la vidéo était déjà rendue à 100 000 vues, je vais toujours me souvenir, j'avais 20 ans. C'est la première fois que je partage ça avec quelqu'un, c'est une petite exclusive. J'avais 20 ans dans ce temps-là, puis là, je me souviens que j'étais dans mon lit avec mon laptop et je lisais les commentaires. Et là, c'était la première fois que je voyais à quel point les gens pouvaient être méchants. Parce que là, il y avait plein de commentaires beaux, il y avait plein de commentaires méchants. Et c'était la première fois que j'étais exposée à ça, justement. Maintenant, je suis habituée, parce que je comprends comment que c'est le monde de YouTube. T'sais, il va toujours avoir, comme ils disent, les trolls, là, qui vont juste écrire des commentaires qui sont méchants. Mais c'était la première fois que d'un coup, 100 000 vues d'un coup, il y avait des milliers de commentaires. C'était tellement un choc. Et je me souviens, j'ai commencé à pleurer. Et là, j'étais comme, pourquoi les gens sont tellement méchants? Et je sais, les commentaires qui étaient trop méchants. Et il était comme 2h du matin. J'étais pourquoi je suis gentille? Pourquoi ils sont méchants? Je comprenais vraiment pas pourquoi. Et c'est vraiment drôle parce que à ce moment-là, j'ai senti... Ça, j'ai toujours beaucoup d'expériences comme ça dans ma vie. Mais j'ai senti pas une voix, mais quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit, hey, snap out of it. Habitue-toi parce que si les choses continuent à aller bien, tu vas avoir beaucoup de ça. Donc, habitue-toi. C'est vraiment drôle parce que ça l'a vraiment fait comme si quelqu'un m'avait parlé. Puis là, j'ai OK.
J'ai fermé mon laptop, je suis allée dormir. Puis là, c'est vraiment le moment, mais c'est drôle parce que très souvent, les gens, quand ça vient à ce genre si on peut dire overnight success, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est juste sur YouTube, mais bon, les gens le vivent progressivement. Mais ça, c'était d'un coup, de un jour à l'autre. C'est de voir tout ça, voir ce côté-là qui est pas aussi amusant, justement, du succès. Mais justement, comme je dis, j'ai vraiment senti que quelqu'un m'avait dit ça, puis je me suis dit, c'est vrai, si les choses continuent à aller bien, ça va pas être la dernière fois que les choses, que je vais entendre des commentaires comme ça, que les gens vont être méchants. Puis c'est vrai que maintenant, je suis très habituée à ça. Donc, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est vrai. Ça a toujours quelque chose d'un peu effrayant. On veut que ça marche, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait peur, tu vois, genre la peur justement d'être exposé, hein, tu vois. Exactement. Mais c'est pour ça justement que maintenant que je garde ma vie justement très privée, ma vie personnelle. Ça, on peut pas vraiment trouver grand-chose sur moi sur le net parce que c'est une chose que les gens me critiquent justement sur cette facette, je peux dire, pas un personnage, c'est pas un personnage, c'est vraiment moi-même, mais ce côté plus professionnel de moi que ma vie personnelle. Donc c'est pour ça que je trouve ça très, très, très important dans ce milieu, puis dans cette génération de garder notre vie personnelle très personnelle, la vie personnelle possible. Non, je comprends ce que tu dis. Puis tu vois, je me souviens une fois, j'étais tombée sur une entrevue de Lady Gaga. Je trouvais ça vraiment très intéressant ce qu'elle disait parce qu'elle a l'air d'être hyper exposée. Et elle expliquait justement qu'en réalité, on ne sait rien de sa vie en réalité. On a juste l'impression parce qu'elle est hyper exposée, mais elle décide de ce qui sera su. Justement, vaut mieux donner toi à l'avance. Oui. Comme ça, tu attires l'attention exactement là où toi, tu veux que l'attention aille. Et tu gardes... Parce que finalement, je veux dire, se faire dire des choses méchantes, se faire critiquer sur des choses que tu as décidé d'exposer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Puis il y a les choses qui sont vraiment, je dirais, le noyau, le centre de ta vie, le cœur, l'âme. Et sur ces choses-là, tu vas être encore plus vulnérable, plus sensible. Et parfois, c'est même des choses à laquelle il ne faut pas jouer, en fait. Faut les exposer aux autres, c'est pas nécessaire, en fait. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Ça doit rester avec les gens qui t'aiment et qui te comprennent. Et en fait, c'est un lieu qui doit être nourri et rien d'autre, tu vois. C'est pas fait pour recevoir les déchets des autres. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, je trouve ça vraiment cool comment tu fais ça. Et puis, j'aimerais un peu que tu me dises, au-delà de la beauté, j'ai envie de revenir là-dessus parce que je t'ai pas demandé en fait, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement pour toi, au-delà de la beauté, ça veut dire quoi? C'est au-delà de qu'est-ce que la société s'attend que les femmes soient. C'est au-delà de justement la beauté externe, puis tous les stéréotypes justement de beauté que les femmes de nos jours, on a. Qu'on se fait dire qu'on devrait avoir, etc. C'était justement ça, pour ça j'avais choisi le titre, c'est d'être au-delà de la beauté. Puis ma tournée des écoles secondaires, c'est être au-delà de la beauté, en anglais c'est be beyond beauty. Donc c'est justement d'enseigner à que les femmes, on peut être au-delà de la beauté, qu'on peut aspirer à vouloir plus qu'être juste un beau visage et un beau corps sur la couverture d'un magazine, qu'on a plus justement à offrir. C'est vraiment ça. Ouais. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour ce qui est justement de ce que nous, en tant que femmes, on a à offrir? C'est quoi notre apport particulier, notre vision? Qu'est-ce que toi, tu ressens que nous, les femmes, on a à offrir? On a tout à offrir, vraiment, parce qu'on peut tout faire. On vit dans une génération malheureusement pas dans tous les pays, ça c'est sûr, mais où on vit, en Amérique, puis bien sûr dans plusieurs autres pays, on a beaucoup à offrir. On peut tout faire en même temps. We can do it all. On est des superwomen. Je pense qu'une chose qu'on oublie parfois d'offrir, c'est notre côté féminin. L'énergie féminine. Les hommes et les femmes, on a de l'énergie féminine à l'intérieur de nous. De la même façon que nous, les femmes, on a de l'énergie masculine aussi à l'intérieur de nous. Par contre, on vit dans un monde qui est dominé par l'énergie masculine, donc qui est dominé par la compétition, par la force physique, très souvent par tellement de choses qui sont plus masculines, qui sont de l'énergie masculine, que comme je dis, on l'a aussi à l'intérieur de nous, parce que très souvent les femmes et féministes qui se croient dire féministes disent « Oh non, on peut être masculine, on peut être ci, on peut être ça. » Oui, parce qu'on a ces énergies-là. Par contre, cette énergie masculine est tellement présente que l'énergie féminine n'est pas présente. Donc, les hommes ne veulent pas rien savoir de l'énergie féminine. Et les femmes, maintenant, de nos jours, à cause de, justement, ce monde qui est une société patriarcale, vraiment, on oublie cette énergie féminine.
ce qui fait qu'il n'y a pas assez de compassion dans le monde, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'émotions dans ce monde, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de vouloir donner, si on peut dire, plus d'amour. On pense qu'on vit dans une société où on veut constamment recevoir des choses. C'est comme, j'ai toujours des personnes qui me demandent est-ce que je devrais dire je t'aime en premier à mon partenaire. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu t'attends justement, les gens ont peur de dire je t'aime en premier parce qu'ils veulent recevoir. Donc, on vit dans une société qui a peur de donner de l'amour parce qu'on s'attend tellement justement à recevoir quelque chose en retour. Bref. Donc, je pense que c'est vraiment le côté féminin qui manque dans cette société. J'aime comment tu l'as amené. J'aime ça. Et donc, je vais te poser aussi une question parce que forcément, ça m'intrigue, la question de ton âge. Je ne vais pas te demander de me révéler ton âge, mais est-ce que tu penses que ce serait un désavantage pour toi si on savait quel âge tu as? J'en ai souvent pensé, j'ai souvent, je veux dire, pensé à ça, donner mon âge. Au début, il y a quelques années, je voulais pas donner mon âge parce que j'étais trop jeune, à 19 ans, 19, 20, 21. Mais par la suite, je me disais, bon, je pourrais donner mon âge, surtout que maintenant, j'ai quand même une clientèle et un fanbase qu'on peut dire assez fidèle. Je pense pas que ça changerait grand-chose. Par contre, je me dis, mais pourquoi est-ce que je devrais donner mon âge? Parce que je suis quelqu'un de très spirituel et je me dis, on n'est même pas notre âge. C'est quoi notre âge? C'est tellement pas important. Je sais pas, je vois ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que je sens que je devrais ou que je devrais pas? Pourquoi est-ce que c'est même une question? À quoi ça dérange? Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est pour ça. Ça, je l'ai jamais vraiment donné. Mais je pense que les gens ont déjà quand même fait le calcul avec quand je dis ou quand ça commence, et etc., etc. Donc, ça crée un mystère, en fait. Hein? Ça crée un mystère parce que oui, il y a le fait d'essayer de deviner en recollant des morceaux, mais ça reste quand même mystérieux parce que tu sais pas exactement, ok, mais est-ce que c'est vraiment à cette époque-là? Est-ce que c'est vraiment cet âge-là? Est-ce que... Oh non, c'est trop marrant, j'adore. Ok, donc là maintenant on a regardé YouTube et je voudrais savoir un petit peu au niveau maintenant de tes cours. Tu vois, parce que là, tu as plusieurs cours de formation. Je regardais, il y en a un qui est... En fait, j'ai remarqué dans les sujets, il y en a un, tu as quand même un sujet de prédilection, c'est beaucoup les relations, hein, quand même, les relations amoureuses. Je pense que beaucoup, justement, dans tes fans, dans tes clientes, on semble avoir beaucoup cette question-là. Peut-être parce que ça a commencé un petit peu aussi par là. Je veux dire, cette vidéo en français, c'était Pourquoi il m'a trompé, le sujet. Donc... au niveau des cours que tu offres, c'est quoi l'objectif, par exemple, d'un cours qui s'adresse au niveau de la relation? Donc, par exemple, au-delà de la... Je crois que c'est le retour de l'amour que t'as créé. C'est quoi, finalement, que tu transmets dans un cours comme ça? Quand j'avais commencé, justement, beaucoup de personnes m'appelaient experte en relation. On disait experte en relation, mais j'ai voulu, puis heureusement, j'ai réussi à justement éliminer ce titre-là complètement, puis que les gens ne disent plus que je suis experte en relation, parce que je me considère pas une experte en relation. Je me considérais un peu plus une experte en amour, parce qu'il y a une très grande différence entre les relations et l'amour que cette génération et la société voient comme étant l'amour et l'amour vrai. Mais tous mes cours ont pour but de t'enseigner comment je peux dire, que l'amour, c'est pas justement qu'est-ce qu'on croit qu'il y a présentement dans la société. Très souvent, beaucoup d'experts en relation parlent de beaucoup de techniques de manipulation, de dire comment faire pour qu'ils veuillent une relation sérieuse. Je suis sûre, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé de ça. Puis très souvent, c'est plus des conseils de manipulation. Oui, c'est des conseils qui peuvent fonctionner, mais est-ce que c'est réellement ça l'amour? Est-ce que c'est réellement l'amour de vouloir qu'une personne fasse quelque chose qu'il sent qu'il n'a pas le choix de faire? Tu comprends? Donc, tous mes CD audio, mes programmes de développement personnel, etc., ont pour but de t'aider à comprendre c'est quoi l'amour, de t'aider à créer l'amour dans ta vie sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et par la suite, ça va faire que naturellement, tu attires quelqu'un dans ta vie qui va être au même niveau d'apprentissage que toi, puis ça va faire que tu sois plus justement en paix. Je pense que, je dis toujours, la façon d'avoir une vie heureuse et pleine, c'est en ayant de l'amour, mais de l'amour vrai, en ayant de la liberté et en ayant la paix. C'est les choses vraiment principales que tu as besoin. Là, bien sûr, on a aussi les autres besoins dont ça avait parlé au début. Mais je trouve qu'en ayant ces trois choses-là, c'est tellement... Tu peux vivre une vie tellement magnifique, tellement pleine. Pendant très longtemps, à mes 19 ans, quand j'avais commencé, à mes 20 ans, 21 ans, je m'étais pendant longtemps un peu perdue, si on peut dire, dans ce monde-là, de « tout le monde veut mon autographe, tout le monde veut des photos, etc. » Puis je suis tellement contente que ça l'a complètement terminé. Ça, j'ai réalisé que c'est vraiment pas ces choses-là qui sont importantes. C'est pas l'argent qui est important.
Oui, on en a besoin, bien sûr, pour survivre, puis justement, j'en parle comme un des besoins, la sécurité, et c'est parfait d'en avoir. Par contre, c'est vraiment pas ces choses-là qui vont te rendre heureux ou heureuse. Donc, ça, c'est vraiment mes cours, c'est vraiment des cours sur le développement personnel où tu vas apprendre à avoir du succès dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, mais en gardant vraiment les deux pieds sur la terre, puis en ayant une vie complète. Parce que très souvent, les gens cherchent le succès, l'argent, ils finissent par l'avoir et se rendent compte qu'ils sont pas heureux. Il y a tellement d'exemples de gens qui sont célèbres, qui sont millionnaires et finissent par se suicider, finissent dans la drogue ou dans l'alcool. Ben, c'est pas une coïncidence. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas appris de où vient vraiment leur vrai bonheur et la vraie paix d'esprit, justement. Okay. Donc, c'est ça. Et toi, quand tu me dis ça, j'ai encore envie de revenir à toi et de te demander comment toi, personnellement, tu découvres ces choses-là. Comment tu fais l'expérience de l'amour vrai? Parce que, comme tu dis, ce qui nous est représenté dans la société en général, c'est pas ça l'amour. C'est vraiment une fausse représentation, une fausse expérience de l'amour. Comment toi, tu arrives à faire l'expérience vraie de l'amour? Comment tu découvres ça pour toi-même? Je peux pas nécessairement parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'est partagé je suis en train d'écrire dans mon deuxième livre. D'accord. Parce que j'ai eu en 2012, vous allez plus pouvoir savoir mon âge, je vais pouvoir commencer. Mais bref, donc c'était une expérience que j'ai eue qui m'a aidé à voir c'est quoi qui était vraiment important, qui a complètement changé ma vie. Beaucoup de personnes peuvent dire que c'est la pire des choses qui peut arriver à une personne. Moi, je dis que c'est la meilleure des choses qui a pu m'arriver dans toute ma vie. Ça m'a appris à vivre en amour, à vivre une vie où chaque décision aujourd'hui que je prends est basée sur l'amour et rien d'autre. Parce qu'il y a seulement deux énergies dans le monde. Il y a l'énergie de la peur et il y a l'énergie de l'amour. Maintenant, n'importe quoi, n'importe quelle situation, parce que bien sûr, je suis humaine. Je suis vraiment un humain, donc j'ai des moments de doute, j'ai des moments de peur, j'ai des moments où je me dis, est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça? Puis je me demande toujours, OK, cette décision que je m'apprête à faire, est-ce que c'est basé sur la peur ou est-ce que c'est basé sur l'amour? Puis je choisis toujours l'amour. Donc ça, c'est vraiment ma nouvelle règle de vie. C'est de ça que va parler mon deuxième livre que je suis en train d'écrire présentement. Et c'est ça, mais on peut pas malheureusement parler de cette entrevue. Ça sera pour la prochaine fois. D'accord, on creusera là-dessus une prochaine fois. Et puis j'aimerais beaucoup aussi parler un peu plus aussi de ton cours audio qui est tu détiens le pouvoir. Parce que la notion de pouvoir est une notion sur laquelle on n'est pas super à l'aise en tant que femme en général. Ça semble être masculin. Quand on pense à pouvoir, en tout cas moi spécialement, ça me fait toujours penser à domination. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à affirmer ce pouvoir parce que j'avais l'impression qu'automatiquement, affirmer son pouvoir, c'est écraser. Forcément, c'est toujours par rapport à l'autre. Hein. Donc, c'est quoi, toi, tu détiens le pouvoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a deux genres de pouvoir dans le monde. Il y a le pouvoir externe, le pouvoir qui a été créé par l'être humain, par nous les humains, le pouvoir, quand on a commencé, durant l'histoire de l'humanité, on a commencé à désigner, si on peut dire, des rois et des reines. On a commencé à avoir des gens qui étaient plus supérieurs, les prêtres et les juges, toutes ces personnes-là. Ça, c'est les pouvoirs externes. Mais aussi, il y a le pouvoir interne. Et c'est sur ce pouvoir, justement, que je parle. Le pouvoir qui fait que on peut créer notre réalité, qu'on peut créer la vie de nos rêves, qu'on peut devenir la personne qu'on sait à l'intérieur de nous, c'est notre esprit nous ment pas. L'esprit ici, tout le temps, tantôt quand on a parlé justement de cette envie et cette voix qui nous dit oui, tu as quelque chose de plus à accomplir, justement, c'est le pouvoir à l'intérieur, c'est cette voix qui te dit tu es capable et tu peux avoir plus. Donc, la trilogie, vraiment, le pouvoir parle de ça, du pouvoir qui est à l'intérieur de nous, comment l'utiliser, comment le libérer, et comment faire que tu puisses créer des choses magnifiques avec ta vie qui vont faire que non seulement ta vie change, mais que la vie des gens autour de toi et dans ce monde vraiment change pour le mieux. Donc, c'est ça. Pierre, par rapport à ça, comment est-ce que, je veux dire, quel serait le conseil ou qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport à justement ce pouvoir intérieur? De quelle manière est-ce que toi, personnellement, tu cultives ça? Parce que c'est quelque chose, je veux dire, inconsciemment, on s'en est coupé tous d'une certaine manière pour pouvoir suivre une société, des dictats et fonctionner dedans, tout simplement, en tant qu'élément de la société. Mais quand tu décides de revenir à ton pouvoir intérieur, en fait, tu dois finalement te rebeller d'une certaine manière et dire non à certaines choses qui sont extérieures. Et ensuite, c'est pas tout, parce qu'il ne s'agit pas de le dire non une fois, parce que le but, naturellement, tu reviens toujours dans le sens de la société parce que nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure. Mais ensuite, il faut le cultiver. Il faut cultiver ce pouvoir, il faut constamment l'entraîner, c'est comme un muscle. Toi, c'est quoi que tu fais pour constamment rester en lien avec ton pouvoir intérieur?
Ça serait justement de pas me bloquer, mais de pas écouter ce que la société dit nécessairement. Comprendre que tout ce qui est à l'extérieur de moi est vraiment des idées qui n'ont pas été créées vraiment par la source, si on peut dire. Donc, comment que je peux dire? Par exemple, si, ça c'est juste un petit exemple, là, mais si par exemple je suis quelque part et il y a quelqu'un qui est très impoli, ou quelqu'un qui parle d'une certaine façon, qui me choque, ou quelqu'un qui me dit quelque chose, un inconnu vraiment, on va dire qui m'insulte dans la rue, juste parce que ça lui tente, parce qu'il est un peu bizarre. Ça lui tente de m'insulter. Ouais, alors, je vais comprendre que j'ai deux choix, justement. De comprendre que je peux soit réagir à ce qu'il est en train de faire, ou prendre justement le pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi, pour comprendre que cette personne-là, vraiment, est en train de souffrir, si on peut dire. À la fin de la journée, on a tous nos différents chemins dans la vie, on est tous à des différentes étapes d'apprentissage, et cette personne-là a encore certaines leçons qu'il n'a pas encore apprises. Donc, pour répondre à la question, ça serait ça. C'est justement, oui, il y a plusieurs choses qui vont passer à l'extérieur de nous qu'on ne peut pas contrôler, plusieurs choses que la société est en train de faire, ou peu importe, mais c'est de savoir que si tu prends le pouvoir qui est à l'intérieur de toi et justement tu l'utilises pour pouvoir non seulement changer toi, mais changer le monde à l'extérieur de toi. Il dit toujours que si tu veux changer le monde, tu dois te changer toi en premier. Donc, c'est de vraiment te concentrer sur toi-même. Aussi, dans Tu détiens le pouvoir, on parle beaucoup de la loi de l'attraction. Donc, de l'importance de cette loi-là et comment tu peux l'utiliser pour attirer qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Puis bref, on parle de plusieurs sujets de ce genre-là dans Tu détiens le pouvoir. Mais c'est vraiment ça, de comprendre que tu n'as aucun contrôle vraiment sur les gens ou sur le monde externe, mais tu as tout le contrôle sur le pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Super. Et puis finalement, tu as lancé récemment, tu es revenu, en tout cas d'après ce que j'ai compris, à un type d'enseignement qui est vraiment par rapport aux affaires, en fait, donc de lancer une entreprise. D'abord, tu sais, au début, on parle quand même de tout ce qui est surtout relation. Comment est-ce que tu arrives finalement à justement lancer un produit, un cours où vraiment là, tu aides les gens, tu guides les gens à monter une première affaire? Mais je pense que c'est quelque chose d'important et surtout dans cette génération, la génération Y, ils disent que la génération Y est vraiment la génération de l'entrepreneuriat. Les jeunes de plus en plus sont motivés à vouloir justement débuter une entreprise. Et non seulement les jeunes, parce que ce qui arrive dans la génération Y va très souvent impacter le reste des générations. Donc n'importe quelle personne, à un certain moment, il se réveille et il se dit, tu sais quoi, je veux plus nécessairement avoir ce travail que j'ai, je veux partir ma propre entreprise. Et très souvent, quand tu pars ta propre entreprise, ça va non seulement t'aider toi, mais ça va aider les gens autour de toi, dans ta communauté. Ça va aider non seulement le côté financier, la communauté, mais ça va aussi aider les gens, peu importe quel service ou produit que tu es en train d'apporter. Donc, je trouve que le démarrage d'entreprise, puis j'avais fait un cours il y a quelques années sur ça, que ça avait été un succès, mais je l'avais éliminé parce que j'avais transformé ces programmes-là en l'Académie AVA, puis ça rentrait plus vraiment dans ce thème-là. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, en parlant justement de la liberté, je pense qu'avoir ton entreprise, ça apporte un certain niveau de liberté. Je sais que pour moi, ayant mon entreprise, étant capable de choisir mon horaire, étant capable de me dire que là, ça fait 2 jeudis de suite qu'à 12h30, je vais à l'église, à la messe. C'est un jeudi en plein milieu de la journée, quand la majorité des gens sont en train de se dépêcher de manger pour leur lunch pour par la suite aller au travail, continuer la deuxième moitié de leur journée. Il y a plusieurs moments que je me dis justement quelle liberté, que je me sens vraiment, mais vraiment libre. Est-ce que ça veut dire que c'est facile d'avoir une entreprise et que tu peux juste faire ça tout le temps? Non, moi c'est ma 5e année en entreprise, puis c'est juste maintenant que je peux commencer justement à faire ces choix-là, qui sont un peu plus relax. Avant, je devais travailler comme une fois, puis même maintenant, mes journées très souvent vont commencer à 7h du matin. Je me réveille à 5h, mais je commence à travailler à 7h du matin, puis souvent je finis à 7h du soir. Entre, je peux choisir de faire certaines choses. Par exemple, avant hier, j'ai pas fini ma journée jusqu'à 11h du soir parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais commencé à 7h du matin. Mais j'adore ce que je fais. Donc, ça me dérange pas de faire ces longues heures parce que c'est comme si j'étais en train de faire un hobby. Pour moi, c'est comme si je faisais quelque chose que j'aime toute la journée. Donc, je pense que c'est important et c'est pour ça que j'ai justement recréé ce programme-là. J'ai rajouté bien sûr beaucoup de choses, beaucoup d'aspects vraiment pour faire que tout soit complet. Puis j'enseigne justement comment tu peux démarrer ton entreprise, non seulement la démarrer, mais aussi la faire grandir, tu comprends, et faire de l'argent en faisant ce que tu aimes, puis en étant libre. Donc c'est ça le but. C'est cool. Puis tu sais, je pense que dans ce que tu dis aussi, c'est beaucoup la question de style de vie, parce que quand tu parles d'être libre,
Je pense que c'est finalement pouvoir créer et avoir le style de vie qu'on voudrait avoir. C'est pas un style qui soit imposé par quelqu'un d'autre ou bien par un horaire extérieur, l'horaire d'une entreprise ou quoi que ce soit. Toi, c'est quoi si on devait parler de ton style de vie aujourd'hui, tu vois? Concrètement, comment est-ce que, on va prendre une journée type de Alexandra. C'est quoi que ça inclut chez toi maintenant? Ça inclut que je me réveille. Mhm. Ça de trois journées. Je me réveille, je fais bien sûr un peu de méditation et ma prière, je regarde mon tableau de visualisation, je dis justement merci le moment que je me réveille. Coco Chanel qui est en ce moment sur moi, elle est couchée, je vais la montrer. Coco Chanel se réveille avec moi, on va à la cuisine, je me fais un petit smoothie, je lui donne sa nourriture à elle et là c'est là que ma journée elle commence vraiment. Je commence à vraiment travailler sur les projets. J'ai toujours ici sur mon bureau, j'ai quotidiennement qu'est-ce que je dois faire, on va dire à tous les jours, d'heure en heure vraiment et de 30 minutes en 30 minutes parfois aussi. Puis j'ai ma liste de choses à faire, donc tous les projets, les choses que je dois compléter au cours de la journée. Là, ça va vraiment dépendre de quel est le projet en tant que tel sur lequel je me concentre, que ce soit, on va dire, Alexandra TV ou que ce soit l'Académie AVA qui bientôt, on va ouvrir les portes pour cette année, que ce soit le programme d'entrepreneuriat qui a commencé hier. Bref, ça dépend vraiment des jours, mais il y a aussi des jours que je vais choisir de me dire, bon, je dois faire un certain travail, alors je vais aller quelque part d'autre, on va dire un café ou peu importe. Et je choisis de faire ça, justement comme hier, j'étais à 12h30, j'avais une session de coaching, après ça, j'ai fini la session de coaching avec ma cliente, je suis allée à l'église, j'ai retourné, j'avais une autre session de coaching, et bref, après je suis passée à la première moisson, m'acheter des pains et des petits gâteaux pour aller à la maison. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment prendre, c'est vraiment une vie libre. Tu sais, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire, quand je veux le faire, vraiment. Mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est définitivement beaucoup de travail. Il y a des moments que comme je dis, je suis humaine, donc je me stresse très souvent. Ouais. Mais là, j'apprends à me relaxer. Je comprends que, regarde, arrête, t'as eu des moments plus stressants dans ta vie, donc on se calme, Alex. Mais oui, mais c'est vraiment à peu près ça qui se passe dans ma vie. Et au niveau vie sociale ou bien, parce que je comprends bien que tu aimes tellement ce que tu fais que ça peut constituer le hobby, le divertissement, le travail, tout en même temps, c'est sûr ça. Est-ce que tu arrives quand même malgré tout parfois de vouloir faire juste autre chose qui est pas du tout en lien avec, je veux dire lien direct, tout est en lien d'une certaine manière, mais qui n'est pas en lien direct avec ton entreprise, et ce serait quoi quand tu dois sortir un petit peu du sentier? J'aime beaucoup aller manger. Justement, après notre entrevue, je vais aller au restaurant avec une amie. Okay. On va au restaurant une fois par semaine avec cette amie. Les fins de semaine aussi, je passe du temps avec l'homme dans ma vie. Donc, j'essaie les fins de semaine, vraiment, c'est vraiment difficile, mais j'essaie vraiment de me retirer. Dès le moment que c'est vendredi soir, vers 5 heures du soir, je commence à me retirer. Je vais au salon, manicure, pédicure, et après ça, vraiment, les fins de semaine commencent. Le dimanche, je passe du temps avec ma famille, donc ça, c'est très important. C'est les dimanches, ça a toujours été comme ça. Mais c'est ça, mais j'aime beaucoup, surtout, toi, tu habites aussi à Montréal. Ouais. Je pense que c'est la ville numéro 1 pour la gastronomie, et je pense que c'est très vrai. Parce qu'il y a tellement de restaurants, donc je pense que j'ai essayé une grande majorité des restaurants à travers Montréal, rendu à ce point-ci. L'homme dans la vie aussi adore les restaurants, donc à tous les fins de semaine, on doit aller quelque part, c'est sûr. On découvre aussi, on aime découvrir les nouveaux endroits. On est toujours en train de s'envoyer des messages. T'as vu un nouvel endroit cette fin de semaine? Ouais. Donc ça, c'est définitivement quelque chose que j'adore faire. Mais à part ça, voyager aussi, c'est définitivement quelque chose que j'aime faire. En janvier, j'étais partie pendant 1 mois. Encore une fois, la liberté, être libre de travailler où tu veux, quand tu veux. J'avais mon laptop avec moi et je travaillais devant vraiment une plage en regardant le soleil, les palmiers. Alors, c'était super. Mais c'est à peu près ça. C'est vraiment, comme j'ai dit, qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que j'adore. Il y a justement les sorties, ça serait vraiment d'aller manger, etc. Magasiner aussi de temps en temps. Mais il n'y a pas vraiment. Aussi, je commence toujours des cours plus vers le printemps, l'été. Je vais commencer encore à commencer à faire du yoga. Je vais faire des cours d'arts martiaux. Donc, j'essaie toujours d'apprendre. Et aussi justement la lecture et l'apprentissage. C'est définitivement quelque chose. Quand il y a des conférences ou des choses où je peux apprendre, c'est toujours des endroits où je vais aller. Donc, super. Ouais. Super, c'est ça qu'on veut, une vie riche, diversifiée et en même temps pleine de passion. Je trouve ça vraiment cool, c'est très inspirant. Et bah écoute, moi je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Alors je vais juste te demander finalement, j'aime bien finir avec justement
un mot de la fin qui est vraiment toujours le message central dans tout ce que tu fais. Parce que on est tous guidés par quelque chose qui est au-delà des mots souvent qu'on utilise pour notre entreprise ou quoi que ce soit. C'est vraiment le cœur de ce qui nous a amené sur ce chemin et ce qu'on essaie constamment de transmettre à travers les vidéos, ton livre, tes cours. C'est quoi le cœur de ton message? De vivre en amour. C'est vraiment ça. Mais pas seulement l'amour dans des relations, parce que souvent les gens le confondent pour ça, mais je parle de l'énergie de l'amour, de aimer. Comme dans mon canal YouTube, c'est vraiment, mon but, c'est d'inspirer et de te motiver à aimer la vie, à aimer les autres et à t'aimer toi-même. Ouais. Aussi simple que ça. Magnifique. J'adore. Ça pouvait pas mieux se terminer. Ok, donc moi j'aimerais, tu sais quoi, j'ai pensé à un truc, ce serait de donner de lancer un challenge pour celles qui nous regardent, tu vois. Qu'est-ce qui serait intéressant de leur lancer comme challenge, tu vois, après avoir regardé ton entrevue qui est super inspirante parce qu'on te voit vraiment partir du début jusqu'à aujourd'hui et puis je sais que c'est pas fini là, tu vois, t'as encore ta vision, ton entreprise va continuer à grandir, ta vie personnelle aussi va continuer à grandir à travers cela, mais c'est vraiment beau de voir l'évolution et comment est-ce que tu mets ton cœur, ta passion et surtout comment est-ce que tu réponds à la vie à chaque fois qu'elle t'envoie en fait l'indice, tu l'attrapes et tu y vas. Donc là, maintenant qu'elles ont vu ça, tu vois, elles sont là, elle est là, elle te regarde, et là, oui, qu'est-ce qu'on lui lance comme challenge? Qu'est-ce que tu as envie de leur lancer comme challenge? Bonne idée. Je sais pas quel serait un bon challenge. Je pense que ça serait d'essayer de leur dire justement je sais pas, c'est peut-être, je suis en train de penser à deux choses. Ouais. La première chose, ça serait soit de leur proposer de justement se lancer, de pas hésiter. Puis c'est drôle parce que la vidéo Alexandra TV de cette semaine, c'est comment se décider. Très souvent, on prend tellement de temps à décider. Si j'aurais pris mon temps à chaque fois qu'il y avait un signe qui se présentait devant moi, je vais m'inscrire la semaine prochaine, ou je vais attendre, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre, je serais pas ici aujourd'hui. Donc vraiment, quand il y a des opportunités, quelque chose, se lancer. Mais aussi une autre, ça serait justement de voir quand il y a des moments dans sa vie. Je parlais avec quelqu'un, ça fait pas trop longtemps, puis elle avait des problèmes de relations amoureuses, comme plusieurs jeunes femmes qu'on a toujours là. Puis elle disait à quel point que je veux lui envoyer un message, je veux le texter, est-ce que je devrais le texter, qu'est-ce que je fais, est-ce que non, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que oui. Puis là, je disais, justement, comme je t'ai dit, demande-toi, le moment que tu veux le texter, est-ce que c'est une décision qui est basée sur l'amour ou sur la peur? Là, elle disait, non, c'est sur l'amour. Là, je disais, non, tu veux le texter parce que tu as peur de le perdre. Donc, c'est une décision basée sur la peur. C'est vrai, hein, c'est pas sur l'amour. Je dis non, c'est l'amour, ça te donne la paix d'esprit. L'amour vrai, ça te fait pas peur, ça te fait pas, oh mon Dieu, de l'anxiété. Donc, c'est pas ça. Alors, ça serait justement de proposer à toutes les personnes qui écoutent qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, de se demander si c'est basé sur la peur ou si c'est basé sur l'amour. J'adore ce challenge. Donc, c'est ça. Donc, prends une décision et deux, valide que c'est la bonne décision en regardant est-ce que c'est motivé par la peur ou l'amour. Et comment tu fais la différence? L'amour te donne la paix. Exact. Ça fait te sentir bien. Il n'y a pas d'anxiété là-dedans. Exact. Trop cool. Alexandra, j'étais super heureuse de partager cette entrevue avec toi, de te rencontrer, de discuter, de découvrir la femme fabuleuse. Je te trouvais déjà superbe, magnifique sur tes vidéos et sur ton site web. Mais te voir, c'est encore plus beau et je suis contente que tu sois aussi à Montréal parce que voilà quoi, dans le monde francophone, on n'est pas si nombreuses, donc c'est cool de me dire que bah tiens, un de ces quatre, je vais pouvoir te croiser, tu vois, mais vraiment là, tu vois, on va peut-être se serrer la patte et tout là. Là, j'aimerais laisser les rebelles créatives avec ton site internet. Donc, c'est quoi ton site? Si jamais elles veulent aller faire un tour dessus, découvrir un de tes cours. C'est alexandravillaroel.com. Excellent. Puis alors, on a ta chaîne TV, ta chaîne YouTube, ta web TV qui est Alexandra TV. Alexandra TV, si on cherche justement sur YouTube, on va trouver Alexandra TV. Sinon, le URL, vraiment, c'est youtube.com/Alexandra V. Abrego. Donc, okay. Je choisis ça. J'aurais mis Alexandra TV, mais bon. On va changer. D'accord. Et puis, bien sûr, quand ils vont sur, que ce soit YouTube, ils peuvent s'inscrire, bien évidemment, et rejoindre tes quelques 20 000 abonnés qui sont déjà là. Et sinon, sur ton site web, bien sûr, il y a la newsletter que tu publies toutes les semaines. Donc, elles peuvent aussi rejoindre ta liste. Et là, elles peuvent rester en contact avec toi.
Ouais, absolument. Ouais. Excellent, excellent. Bah écoute, moi je vais arrêter l'entrevue ici. Alors si tu as aimé cette inspiration que j'ai tellement adorée, eh bien c'est simple, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, des entrevues avec des femmes exceptionnelles que je rencontre, eh bien rejoins-moi sur rebellecreative.com, tu t'inscris à Rebelle TV et toutes les semaines je te rejoins dans tes mails. Voilà, donc c'était Henriette Ndaka et Alexandra Villarol Abrego. Je l'ai eu. Moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Très bien.